peu fou. Alors, on est le jeudi combien déjà ? 12. Le 12 décembre. Merci Philippe. Alors, on va inaugurer un nouveau petit dispositif parce que Lionel Frel a beaucoup de chance et il a 2 interlocuteurs. D'habitude, c'est un seul. Mais à vrai dire, c'est plutôt pour t'honorer. On va se tutoyer parce qu'on se connaît un petit peu. Tu es le seul candidat déclaré aux prochaines élections municipales. Tu confirmes, tu es bien un candidat déclaré. Je suis bien candidat aux élections municipales. D'accord. Tu es le seul qui nous ait répondu, nous, c'est-à-dire Canal Pourpre, à notre invitation d'essai, de discuter politique à cette occasion de la campagne municipale. Nous avons demandé à tous les partis, évidemment d'abord à tous ceux qui se sont déclarés, et puis même peut-être plus largement aux maires des communes, aux députés, etc. Enfin bref, tu es le premier, le seul qui vienne, ayant confirmé ta venue. On te remercie beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on va voter pour toi, hein. Mais on te remercie beaucoup. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Canal Pourpre reste toujours un peu déçu c'est peut-être de notre faute, hein, parce qu'on est une petite TV de merde minable, donc personne ne nous parle, mais enfin on est quand même désolé que ce genre d'offre de débat reste lettre morte, Inch'Allah pour l'instant. Voilà, à toi Philippe. Bien, écoute Gilles, tu as bien présenté. Je voulais juste préciser qu'on a eu quelques retours non écrits, des retours oraux de la part du directeur de cabinet du maire et de monsieur Garrigue. Mais pour l'instant, pas de rendez-vous fixe, donc c'est un peu dommage. Voilà. Bon. Alors, je te propose donc de parler d'abord de cette candidature qui maintenant est lancée depuis quelques semaines, je crois. Tu as eu la gentillesse de nous passer un document récent, c'est ta signature de ce qu'on appelle la charte anticorps. Tu vas nous en parler un peu plus, qui, nous, en tout cas, en tant que citoyens, nous va très bien. Ça commence par le non-cumul des mandats, alors vraiment, ça nous va droit au cœur. Et voilà, tu peux nous parler de ça d'abord, peut-être ? Oui, alors tout d'abord, effectivement, la signature de la charte anticorps, c'est quelque chose qui est d'autant plus facile à signer pour quelqu'un d'écologiste que ça reprend quand même une grande partie de ce que nous, on s'impose au sein d'Europe Écologie Les Verts. Et par exemple, un des premiers points est le non-cumul d'un mandat exécutif et d'une fonction un mandat électoral et une fonction exécutive. Et d'une fonction exécutive. Maximum. Voilà, donc au maximum, c'est quelque chose que l'on s'oblige déjà. Nous avons aussi une règle de ne pas dépasser plus de 2 mandats. Ça fait quand même 2 fonctions. Il faut vous accepter un tout petit cumul. On accepte un tout petit cumul. C'est ça. Et la charte anticorps prévoit aussi un petit peu la même chose que nous, c'est-à-dire le cumul au sein de ce qu'on appelle l'intercommunalité, c'est-à-dire par exemple le cumul au sein de la communauté d'agglo, c'est aussi accepté parce que ce mandat dépend forcément du mandat municipal. Donc là, il y a une quasi-obligation de cumul à ce niveau-là, oui. Mais ceci va déjà bien au-delà de la future loi sur le non-cumul lorsqu'elle s'appliquera enfin. Il y a aussi d'autres choses, hein, des bonnes pratiques en matière de gestion, la transparence, voilà. Faire rentrer aussi le citoyen dans la codécision de décisions politiques. Oui, on va peut-être insister là-dessus tout à l'heure. Oui. Et ça, cette participation citoyenne, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. C'est l'information. Il y a un point qui me semble très important aussi par rapport à cette participation du citoyen, qui est peut-être la clé, c'est tout ce qui relève de la formation des citoyens pour pouvoir investir aussi ce champ politique et un petit peu ce côté administratif qu'on a du mal à comprendre. Cette charte anticorps, elle à quelle origine? Elle est issue de quelle... je vois que c'est une charte qui a été mise en place dans le contexte des élections de 2002, mais ce sont les citoyens, il y a une émanation particulière de parti. Alors c'est pas une émanation de parti, puisque Anticorps demande à chaque candidat de signer cette charte. D'accord. Et j'invite d'ailleurs les autres candidats à l'élection municipale à Bergerac de signer, surtout de se mettre mettre en pratique cette charte s'ils sont élus.
et mettent leurs pratiques en conformité avec cela, leurs actes en conformité avec ces engagements. La charte Anticorps, elle est née enfin l'association Anticorps est née en 2002. Suite un peu au cataclysme. Comme anticorruption, hein, c'est ça que ça veut dire. Anticorps comme anticorruption, ou plutôt pour la probité et l'éthique en politique, qui est une autre façon de le dire. Mais cette venue du candidat d'extrême droite que personne ou peu avait vu arriver au deuxième tour d'une élection présidentielle, et tout le bouleversement pour la gauche qui n'a pas tout compris à ce moment-là. Mais pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il y a nécessité... pour que le citoyen renoue avec la politique, on pense qu'il y a une nécessité de mettre réellement en accord en avant et de la probité et de l'éthique en politique. Et que lorsque ces valeurs n'y sont pas, eh bien le citoyen se détourne un petit peu. On ne peut pas porter des valeurs fortes à gauche et pas avoir les actes qui sont en rapport avec les valeurs qu'on porte. Le citoyen est déçu, et le citoyen se détourne. Alors, figure-toi, on va peut-être du coup en venir au local là maintenant, parce qu'il se trouve que Canal Pourpre a été au courant d'un petit 3e forum, petit ou grand, je ne sais pas, 3e forum sur la démocratie citoyenne. Ça nous a fait un peu rire, ce pléonasme nous a fait un peu rire. Mais enfin, bon, il s'agissait de 30 élus et techniciens d'une dizaine de villes d'Aquitaine qui étaient là et qui, pour la 3e fois, donc, dans des villes différentes, discutaient de leur boulot. C'est-à-dire, c'est exactement ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire la formation des citoyens, la participation des citoyens. Bon, alors, laissons ça de côté, mais excuse-moi, je ne vais pas être gentil, mais tu es un élu municipal depuis... Je suis un élu municipal. 6 ans. Bon, tu es bien placé quand même pour avoir peut-être pu commencer à engrainer cette chaîne compliquée, longue, difficile, qu'on appelle la formation des citoyens, la participation. Voilà, c'est très bien d'y penser maintenant pour la campagne électorale, mais tu vois ce qu'on pourrait te dire, pourquoi tu n'y as pas pensé avant, quoi. Alors il y a beaucoup de choses là-dedans, donc pour rebondir sur la dernière chose que tu disais, pourquoi maintenant parce qu'on avait alors en ce qui concerne toute la démocratie participative ou de proximité qui a été mise en place à la ville de Bergerac, et notamment par le biais des conseils de quartier, ça a été une élue Europe Écologie Les Verts qui l'a porté. C'est quelque chose qu'on avait négocié avec Dominique Rousseau lorsque on a rejoint sa liste au 2e tour de l'élection municipale. D'ailleurs, nous avons interviewé une verte, pour participer, une ancienne, une ex-militante, mais bon, ça c'est peut-être de la cuisine politique qui n'intéresse pas. Qui détourne les citoyens de la politique. Voilà. Ça, c'est vraiment de la cuisine interne et des choix que chacun a fait à un moment. Mais ce que je voulais dire, donc, c'est quelque chose de fort pour nous et ça l'a porté. Après, j'ai participé moi-même à un conseil de quartier durant tout ce mandat. Et c'est vrai qu'à un moment, on n'a pas su trouver un deuxième souffle. C'est-à-dire que il y a eu cette période un petit peu euphorique de mise en place des conseils de quartier où on a commencé à faire travailler les élus, les citoyens, les représentants des associations ensemble. Et puis ça a pris un petit peu, mais on n'a pas su, je crois, au moins de ce que moi j'ai pu observer, on n'a pas su passer à ce deuxième souffle qui était nécessaire. Et certains le disent, hein, ils ont un peu l'impression de tourner en rond. Est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que ce serait ce deuxième? Parce que bon, j'ignorais que tu avais effectivement cette expérience, enfin je faisais semblant d'ignorer que tu avais cette expérience, mais qu'est-ce que ce serait ce second souffle? Enfin, par quoi vous avez péché d'une certaine manière? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait? De ce point de vue-là, enfin toujours, hein, de la participation. Parce que nous aussi, on a vu des trucs, les bons voeux des quartiers, par exemple, on a vu les gens sympathiques, et ils disaient « Ah, c'est super, mon quartier est vachement bien », mais c'était unilatéral, c'était bon, on voyait pas vraiment de délibération là-dessous, quoi. Hein, si on abandonne un petit peu le côté langue de bois, je pense que vous préférerez.
C'est peut-être la vraie volonté de tous les élus de penser que ça pouvait réellement être un outil démocratique et pas simplement un affichage. Et je crois que tout le monde n'en était pas convaincu, et je resterai là-dessus sur le tout le monde. Mais la démocratie participative, c'est un mouvement qui est ascendant. On part du citoyen et on remonte. À un moment, j'ai l'impression qu'on a un peu perdu de vue cela. Tu parlais tout à l'heure de ce fameux forum, effectivement, de la démocratie citoyenne ou participative, je ne sais plus comment ils l'ont annoncé. Ce qui est quand même assez parlant, c'est que, ou alors j'ai très très mal lu mon courrier, mais les conseillers de quartier n'étaient même pas informés que cela avait lieu dans la ville. Je ne suis pas sûr que les citoyens étaient réellement invités, même si on avait une très grande salle et que les citoyens auraient pu être là, participer et enrichir le débat de ces spécialistes à cet endroit-là. Et je l'ai regardé, votre petit bout d'émission, et c'est vrai que... C'était un peu choquant, quoi. C'est vrai qu'on le voit bien dans l'élu qui porte le discours, c'est nous, on en parle pour après être meilleur vers le citoyen. Mais non, la base, c'est quand même le citoyen, et c'est un mouvement qui doit être ascendant. Mais la démocratie participative, dans les institutions, c'est pas quelque chose de très vieux. Hein. La première fois, c'est la loi Voynet avec la création des pays, les conseils de développement, où enfin on fait rentrer des institutionnels, enfin des associations, des personnes qualifiées, des élus pour gérer un espace territorial. La démocratie de proximité, c'est 2002 où on crée les premiers comités consultatifs de services publics et les conseils de quartier. Et à Bergerac, il y a un mieux, le conseil de quartier n'est obligatoire que dans les villes de plus de 80 000 habitants. Au-dessous, c'est quelque chose d'optionnel. À Bergerac, on est allé vers cette option. Par contre, il y a un moment où on n'a pas vu qu'il fallait rentrer dans un deuxième souffle. Et puis c'est vrai que quand vous allez parler aux personnes de participer au PADD du SCOT qui va déterminer ce qu'on va décider au sein de la CAB et sa déclinaison dans le PLUI, franchement ça ne parle pas beaucoup. Non mais là justement, est-ce que c'est pas un travers qui justifie la légitimité, la fausse légitimité d'élus de partis? En gros, nous sommes les experts du SCOT, du PLU, de machin, etc. Et les citoyens n'y comprennent rien, et puis c'est pas si grave que ça. Pour en revenir peut-être à ce second souffle, quand on voit que c'était quoi, 5 000 €, c'est ça, par conseil de quartier, où finalement on aboutit à qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 000 € dans l'intérêt général de la commune, je ne suis pas persuadé que ça soit énorme. On a pu assister quand même à quelques exemples dans des villes d'Aquitaine, où il y avait des budgets beaucoup plus élevés, et là on est vraiment dans le délibératif. S'il n'y a pas de second souffle, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas d'enjeu. Si c'est pour se battre, pour savoir à quel endroit on met un mot sur une plaquette, on n'est pas dans le délibératif. Quand il y a un délibératif pour d'autres éléments, plus, je sais pas moi, un rond-point, des subventions aux associations, peut-être qu'il y aurait ce second souffle qu'on n'a pas là. Alors, c'est quelque chose. Second souffle, ça peut être... on parle souvent dans certaines municipalités de conseils interquartiers, c'est-à-dire qu'à un moment les conseillers de quartier se réunissent ensemble pour ne pas parler, être égocentrés sur leur petit quartier, sur leur parfois micro-quartier, parce qu'il y a aussi parfois des demandes sur des micro-quartiers. Et donc le conseil interquartier, ça permet aussi d'avoir une vue générale, au moins à l'échelle de la commune. Et ça, c'est déjà plus intéressant. Mais quand vous dites aux personnes, tiens, ça, on ne va pas parler de voirie, parce que la voirie, ce n'est pas la municipalité, c'est la CAB. On ne va pas parler d'économie, parce que ce n'est pas le lieu. Au final, on se sent un petit peu à l'étroit au sein de certains conseils de quartier. Il y a un autre dispositif qui marche peut-être pas mal, c'est ce qu'on appelle les comités consultatifs qui sont sur des thématiques. Ça pourrait être très bien un comité consultatif sur un point particulier. Je ne sais pas, il y a un point qui me tient à cœur, le développement du réseau cyclable à Bergerac et où sont les besoins, etc. Et faire un vrai groupe de travail qui soit identifié comme tel, qui ait des moyens, qu'on forme nos citoyens, ne serait-ce que qui fait quoi, d'où peuvent venir les financements, comment on engage de l'argent public, parce que là aussi, parfois vous avez des gens qui frappent à la porte, qui disent j'ai le super projet, je veux des sous, oui, mais quand on lui explique que ça va d'abord passer par tout un tas d'étapes dans les services, puis il faut que ce soit voté au budget pour que la somme elle soit disponible, parfois 12 mois après, ça demande une très grande capacité d'anticipation et la personne ne comprend pas que
ce temps administratif qui est nécessaire pour le bon emploi de l'argent public, ce temps administratif soit si long. Non, mais voilà. On est bien d'accord. C'est pour ça que tu parles de formation de citoyens, mais à la limite, on rêverait presque d'une inversion, c'est-à-dire au lieu de dire, voilà, on a un problème, merci d'essayer d'y répondre avec nous. En fait, il faudrait inverser le truc, c'est demander, mais quels sont les problèmes que vous pensez les plus importants, c'est-à-dire intéresser les citoyens non pas aux réponses, mais aux questions, non pas aux solutions, mais au problème lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'on est bien sûr que ce problème est effectivement d'une part posable, et puis traitable, et puis voilà, etc. Bon, mais peut-être qu'on ne va pas trop insister sur ce point. Simplement, sur ce point, et qui rejoint peut-être un peu aussi les municipales, je crois qu'on est la seule liste à l'heure actuelle à avoir commencé, mais de manière certes imparfaite, avec toutes les critiques que je voudrais bien apporter, mais on est la seule liste à avoir commencé un vrai dialogue avec les citoyens. C'est-à-dire que... Ah bon, alors le PS n'est pas en train de préparer un programme collaboratif en faisant des enquêtes écoutez, je ne sais pas où ils préparent leur programme collaboratif. Moi, pour l'instant, je n'ai pas vu grand-chose par rapport à ça. Ce que je peux vous dire, c'est ce que nous avons déjà fait. Nous avons, par exemple, fait 2 cafés écolo, café citoyen, café débat. L'un sur le thème l'écologie, l'emploi, et le deuxième sur le thème de tout ce qui est cantine bio, mais derrière les cantines, c'est aussi tout un micro-projet de société autour de ça, avec une structuration de la filière. Ça marche, ça voilà. A déjà eu lieu, vous avez... Alors, ce sont 2 cafés de débat qui ont déjà eu lieu, qui ont attiré, par exemple, le deuxième, un peu plus d'une 50aine de personnes. Qui a eu d'autres impacts, par exemple, très rapidement, enfin, la commission qui avait été que nous demandions depuis le mois de mars en conseil municipal pour travailler ce dossier des cantines bio, enfin, elle a été réunie par monsieur le maire. Et donc, ce travail va être engagé avec des représentants. On sent le sujet monter un peu, oui. Eh ben, nous sommes contents que nos idées aient pu un petit peu polémiser, que d'autres s'en emparent. C'est peut-être que l'idée était bonne au départ. Et moi, j'invite vraiment tous les candidats, y compris le candidat Gary qui avait privatisé les cantines, à inscrire la remunicipalisation des cantines et aller vers de la cantine fournie avec de l'approvisionnement local, des produits frais et des produits bio. Et du parking. Tu étais à cette séance de cinéma où il y avait 250 personnes. Manifestement, il y a un intérêt là qui était sensible sur ces questions. Ça, voilà, un ciné-débat autour du film de Pierre Rabhi, qui présente un petit peu toute l'implication, la philosophie de cette personne. Combien y avait-il d'élus dans la salle? Je crois en avoir repéré un de plus que moi. Ah bon, vous étiez 2 donc. Bon, Philippe. Juste avant qu'on passe à autre chose, et en plus il fait tout tomber, cette charte anticorps, c'est vrai que les 9 points, on invite les téléspectateurs à taper anticorps, pas l'anticorps, c'est ORPS, COR, sur un moteur de recherche qui ne soit pas le moteur majoritaire. On trouve ces 9 points sont particulièrement intéressants, mais je suis très étonné quand même que le groupe parlementaire Europe Écologie Les Verts n'est pas poussé, parce qu'on l'attend toujours, cette fameuse loi sur la rénovation politique, sur le non-cumul des mandats. Tu l'as signée, cette charte. Je pense que d'autres élus élevés de France, je ne sais pas, l'ont signée. Ça serait une bonne base de départ pour un projet de loi, non ? De mémoire, je crois que... je crois pas, je suis quasiment persuadé, mais c'est vraiment de mémoire que Brigitte Allain l'avait signée au moment des législatives. D'accord. Puisque à chaque élection, l'association Anticorps sort une charte spécifique. Donc celle-ci, c'est sur les municipales. D'accord. Nous, c'est quelque chose, je vous disais, on implique déjà un certain nombre de points, notamment aussi au niveau de la formation des élus, où pour nous c'est important parce que, ce soir par exemple, ce jeudi 12 décembre, on vote le budget à la ville de Bergerac. On va le filmer. Je soupçonne que certains n'auront pas lu le budget et qu'ils le voteront. Voilà. Mais c'est un document qui est difficile. Il y a plusieurs centaines de pages. C'est un document qui est difficile à travailler. Qui est un document comptable. Et dans ce document comptable, on aimerait voir transparaître des projets. Et on ne les voit pas. Par exemple, on va accueillir l'année prochaine, et on peut s'en réjouir pour la ville, le Tour de France, qui est un événement médiatique super important. Mais quand vous cherchez la concrétisation dans le budget municipal, il faut être un expert pour le trouver.
Voilà. Bon, je pense que le maire répondra ce soir au préconseil que tu es en train de faire ici. C'est de bonne bon, paix. Je l'interpellerai là-dessus, oui. C'est de bonne paix que personne ne lise, enfin que beaucoup ne lisent pas les budgets. Comme on dit, c'est de bonne guerre, c'est aussi de bonne paix, quoi. Bon, mais alors effectivement, revenons-en à notre petit territoire préféré. Donc, ta liste, c'est vivre mieux à Bergerac. Alors, rassure-toi, je ne vote pas à Bergerac, mais tout de même, moi, quand je vois vivre mieux à Bergerac, je rigole un peu, quoi, parce que, évidemment, tu vas pas dire vivre moins bien à Bergerac, ça c'est sûr. Donc, le pléonasme dont on parlait tout à l'heure, la démocratie citoyenne, moi, je retrouve un peu ici, enfin, cet esprit un peu enfoncement de porte ouverte, quoi. Vivre mieux à Bergerac, oui, d'accord, bien sûr. Vous n'avez pas trouvé mieux? Vous savez, d'autres ont agir pour Bergerac, d'autres ont rassemblé pour Bergerac. Je trouve que comme ambition politique, agir ou se rassembler, c'est déjà bien. Nous, on se met dans la perspective de promettre du vivre mieux. Ouais. Je dis pas qu'on vit mal à Bergerac, c'est une ville où il fait bien vivre. Par contre, on pense que c'est une ville où on peut mieux vivre, et c'est un peu cette promesse qu'on fait aux Bergeracois, et bien mettre en œuvre un certain nombre de choses qui permettent d'aller vers du vivre mieux à Bergerac. Attention aux promesses. En Bergeracois. Attention aux promesses. C'est l'époque des promesses. Malheureusement, c'est aussi l'époque des promesses qui fait que les citoyens se disent voilà, il y en a marre des promesses parce qu'ils n'investissent pas suffisamment le champ politique, parce que justement des projets comme les conseils de quartier sont trop étroits à mon sens. Par rapport à la constitution de la liste, il y a le parti occitan. On peut rappeler un petit peu les éléments. Puis c'est un allié traditionnel, j'allais dire. Tout à fait. Un allié objectif. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce qu'il te manquait des candidats sur ta liste. Non. C'est pas forcément il manquait des candidats. En 2008, nous étions partis sous la seule bannière Europe Écologie Les Verts, mais là aussi déjà avec le soutien du parti occitan. Ah, il y avait le soutien, ils n'étaient pas sur... Ils étaient, je ne sais plus si c'était une alliance, là ça remonte déjà à 5 ans et demi. Mais donc on a un accord de principe avec les partis régionalistes de très très longue date, et c'est vraiment un accord de partenariat, puisque par exemple au niveau du conseil régional, il y a un élu régionaliste qui a été élu sur la liste Europe Écologie Les Verts. Il y en a au Parlement européen, il y en a aussi qui ont été des députés qui ont été régionalistes, qui ont été élus aussi à l'Assemblée nationale sur notre mouvement un petit peu autour de l'écologie. Donc le parti occitan qui est un allié traditionnel, et puis nous avons aussi ouvert plus largement cette fois-ci, on a trouvé un accord de partenariat avec le parti de gauche et avec le NPA, parce que même si on le porte de façon différente, si on le porte avec des stratégies qui sont différentes, par exemple au niveau national, où nous on est d'accord pour participer à un gouvernement, à partir du moment où on pense qu'on peut faire avancer les choses à petits pas et pas être une caution, et que d'autres le portent de manière différente, et que certains, par exemple le NPA ne veut absolument pas participer à un exécutif. On porte tous un projet de transformation écologique et sociale de la société, ou l'inverse, un projet de transformation sociale et écologique. Mais voilà, il est clair que par exemple, lorsque vous avez une manifestation sur les OGM, eh bien, ce sont ces 3 ou 4 partis que vous retrouvez. Lorsque vous avez une manifestation pour engager la transition énergétique et sortir du nucléaire, on retrouve aussi ces mouvements-là. Pour prolonger la question, les 35 noms, vous les avez? C'est 35, je crois, à Bergerac. À Bergerac, c'est 35 noms. Donc là, on est en train de quasiment boucler la liste. Les 35 noms, je dirais qu'on les a avec, entre guillemets, les roues de secours, c'est-à-dire les personnes supplémentaires qu'on a en cas de petits pépins de dernière minute, parce qu'il y a des formalités administratives à faire de manière précise. On a toujours le papier qui manque. La parité est obligatoire, oui. Mais là, justement, sans langue de bois, c'est pas un problème d'être obligé de se dire, tiens, il faut que je trouve une femme.
Ah, pour nous, c'est pas un problème. Pour l'instant, on a plus de femmes que d'hommes. D'accord. Ben justement, c'est là où, en train de finir la liste, il va nous manquer peut-être quelques hommes. Mais justement, dans l'autre sens, c'est un problème aussi. C'est-à-dire qu'il faut absolument un homme. C'est quelque chose. Pour nous, c'est quelque chose qu'on porte et en interne au niveau du mouvement politique et en externe depuis très très longtemps. Donc, c'est quelque chose qui ne nous pose pas de problème, puisque par exemple, on a dans notre parti des formations spécifiques qui s'appellent prise de parole en public destinées aux militantes et pas aux militants pour favoriser justement l'implication. Non mais ma question c'était, on pourrait très bien envisager une liste de 30 femmes, parité, toi, Philippe 30 femmes sur 35 non. Ce serait parfait, non? À ce moment-là, on serait plus dans le cadre de la loi. Et il faudrait donc changer la loi. D'accord. Voilà, la loi, c'est une parité, c'est-à-dire 18 hommes. Parce que ce soit femme ou homme, peu importe, mais cette obligation de 18 femmes et 17 hommes. Ouais. La dernière fois, nous avions 18 femmes et 17 hommes, puisque la tête de liste était Bérénice Vincent. Et cette fois-ci, nous aurons 18 hommes et 17 femmes. Mais la parité sera parfaite. Il ne vous a pas caché, d'ailleurs, je suis sûr que vous avez pu observer que notre groupe politique à l'Assemblée nationale et au Sénat est strictement paritaire. Et on a peut-être même plus de femmes députés que d'hommes députés à l'Assemblée à l'heure actuelle. Donc, oui, la composition de l'Assemblée est un scandale en France, on est bien d'accord. La composition de l'Assemblée est un scandale en France, mais allez voir la composition, je vous invite, du bureau de la communauté d'agglomération de Bergerac et de la communauté d'agglomération de Bergerac. La liaison. La parité... On cherche les femmes. Et alors, à part quelques délégations, quelques strapontins qu'on a créés, eh bien, les vice-présidents sont des mecs, le président est un mec, et la très grande majorité des représentants des communes sont des mecs. 12. Je ne me trompe pas. 12. Et juste pour terminer, après je te laisse la parole, sur la liste, on va en finir. Bon, c'est un peu, on a l'impression d'une mosaïque, même s'il y a un ciment qui vous unit à peu près. En proportion de membres ELV, membre du NPA, membre du parti Occitan, ça fait quoi? D'abord, est-ce qu'il y a des candidats hors parti déjà? Voilà, alors j'allais te répondre à ta question de suite. Ouais. En termes d'équilibre, eh bien, ceux qui sont les plus nombreux, sont les personnes qui ne sont non encartées. D'accord. Voilà, donc c'est clair. Ce sont des personnes qui sont des commerçants, ce sont des personnes qui sont des chefs d'exploitation agricole, des chefs d'entreprise, ce sont des personnes qui sont des militants syndicaux, y compris des militants à la CGT par exemple, ce sont des enseignants, ce sont des militants écolos. Voilà, ce sont des gens, des citoyens, et puis parmi ces citoyens, il y a quelques encartés. Et pour l'instant, on ne s'est pas encore posé la question de savoir, à part la tête de liste, excusez-moi, parce que mon parti m'a demandé de conduire ce mouvement sur Bergerac, donc je suis un peu tenu par cet engagement-là vis-à-vis de mon parti. Mais à part cela, on ne s'est pas posé la question de qui sera le premier adjoint, qui aura les finances, qui aura ceci, qui aura cela. C'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Et moi, ce que je suis heureux de constater, c'est que parmi nos partenaires politiques sur ce coup-là, que ce soit du NPA, du parti de gauche ou du parti Occitan, eh bien, aucun n'est arrivé en disant « je veux tant de place, je veux ceci, je veux cela ». On s'est simplement dit comment on va bosser ensemble et on y arrive. Et on essaie de le faire avec les citoyens. Très bien. C'est vraiment ce qui nous dicte pour l'instant notre... Après la liste, on a jusqu'au 6 mars pour la déposer. Eh bien, d'ici le 6 mars, on verra. L'ouverture puisque tu parles de date, l'ouverture de la campagne officielle, c'est le 6 ou le 9? Je ne sais plus, c'est le 9, je crois. C'est la campagne officielle, c'est 15 jours, enfin 2 semaines avant. Donc ça doit être 23 moins 9, moins 14, ça doit être... Et le 10 mars, c'est la date limite pour déposer Pour le dépôt des listes, oui. Il faut le dire à tout le monde, parce qu'il va y avoir plein de... Le 6, ça, c'est la date limite de dépôt de liste. Avec 18 hommes ou 18 femmes et 17 femmes ou hommes. Bien. Moi, j'avais une question, puisque tu as abordé la CAP, j'allais justement y en venir. Est-ce que, toujours dans la perspective de cette municipale, la nouvelle situation, donc la création d'une communauté d'agglomération, joue un rôle bon, vous allez sûrement intervenir sur ce point-là en disant vos intentions. Tu peux nous en parler un petit peu ou... Nécessairement, les choses sont très imbriquées et ça va jouer. Alors déjà, sur un point de vue technique,
le citoyen, quand il va recevoir le bulletin de vote à la maison, il va avoir une grosse surprise, c'est qu'il y a 2 listes sur le même bulletin. Il y aura une liste de 35 noms pour la ville de Bergerac qui seront pour le conseil municipal et une deuxième liste avec 21 ou 22 noms pour ou 24 noms peut-être, pour le conseil d'agglomération. Mais dis donc, ces 24 noms seront pris dans les 35 ? Ces 24 noms sont pris dans les 35 en fonction de règles qui sont très précises, où on a obligatoirement les 6 premiers, puis après à tirer dans un vivier qui est compris entre le 15 et le 21e. Plus la parité. Plus la parité. Donc pour le coup, ça changera. J'aime bien, moi, ça. Donc déjà techniquement, alors c'est un mieux par rapport à avant. Tirer au sort. C'est un mieux par rapport à ce qui se passait auparavant, puisque en 2008, par exemple, on vote d'abord pour des conseillers municipaux, on vote pour le maire et les adjoints, mais après on vote pour les conseillers communautaires, c'est-à-dire que le citoyen qui a mis son bulletin dans l'urne, il ne sait pas qui sera le conseiller communautaire. Donc là, il le saura, c'est déjà mieux. Ouais. On n'est pas encore à la proportionnelle intégrale, bien loin de là, ou à une élection directe pour le conseil pour la communauté d'agglomération, parce que le suffrage direct, ça donne une visibilité aux citoyens et se dit, tiens, je vote pour quelque chose qui existe, parce que là, ils n'y votent pas directement, même si ça apparaîtra enfin sur les bulletins municipaux. Une toute petite digression. Ouais. Très peu de temps après, il y aura aussi les nouvelles élections pour élire les conseillers départementaux qui vont remplacer les conseillers généraux. Et là, par contre, on a inventé le scrutin gaguesque, parce que c'est grosso modo, c'est le scrutin qu'on utilise dans les classes pour élire les délégués. Ça ressemble à ça. Binominal. Et alors que majoritaire. Voilà, binominal majoritaire, alors que c'est quand même assez surprenant. On a des élections au conseil municipal et au conseil régional qui se ressemblent beaucoup. Et puis là, sur le conseil départemental, on va avoir un objet qui existe quasiment pas au monde de ce scrutin binominal. Voilà, un vrai scrutin de liste aurait été quand même beaucoup plus intéressant. Et puis ça permet aussi de sortir un petit peu des petites super baronnies, enfin pas baronnies, mais des petits, tout petits comtés, fiefs locaux. C'est une transition. Et un scrutin de liste, on est obligé de travailler un vrai programme départemental. Voilà, les cantons vont s'élargir, c'est ça. Alors pourquoi ne pas faire un vrai scrutin de liste pour la CAB, ce qui permettrait peut-être de redessiner les forces politiques, parce que globalement, la couleur et les forces politiques de la CAB, ça va être la couleur politique de la mairie de Bergerac. Pas tout à fait, puisqu'il n'y a qu'un tiers, qu'un tiers des conseillers qui proviennent de la ville de Bergerac. Il y aura dans ce tiers-là quelques personnes des minorités. Oui. Les minorités. Mais voilà. Attends, moi je voudrais terminer juste sur ce truc. Mais les élus minoritaires. Il est de bon ton de se moquer de la complexité du système électoral. Quoi qu'on parle de suffrage universel, ça c'est assez clair. Enfin bon, mais c'est vrai que dans le détail, ça peut être compliqué. Et là, moi j'aime bien cette complication. Je fais partie des gens qui, au moment de l'élection du second Bush, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en Floride, il y avait eu plein de bulletins extrêmement discutés et discutables, et on avait payé des gens pour vérifier la taille des trous, puisque les gens votaient en trouvant leur bulletin, comme jadis au cinéma. Et moi, j'adorais voir ces types avec leur loupe en train de regarder la taille des trous pour savoir si quelqu'un avait voté pour ou contre Bush, quoi. Je trouvais que c'était ça, la démocratie. C'est un truc qui est lent, difficile, gaguesque, comme tu dis, peut-être, mais en même temps, les types étaient suspendus à ce résultat, quoi. Ils avaient la trouille, quoi. Et parce qu'il y avait un vieux qui regardait en tremblant la taille du trou, quoi. Moi j'aime bien ça. Tout ce qui peut ralentir, freiner cette affaire d'élection qui en effet n'ont pas un piège à con, mais enfin quand même un puits à beaucoup de ruses et à beaucoup de sens caché, comme dit l'autre, hein. L'élection, le suffrage universel, c'est du sens caché. Moi ça m'arrange. Donc enfin bon, je dis ça comme ça. Mais le scrutin binominal. Se moquer de la complexité des choses. Le scrutin binominal ne ralentit pas l'élection. Je vois pas en quoi tu. Non, mais il complique. Il dit c'est gaguesque. C'est gaguesque parce qu'on pense. Moi, ce qui me fait peur dans ce scrutin, c'est que
pas grand monde va comprendre quelque chose. Pourquoi et ne va mais citoyens je peux me tromper, je serais prêt à revenir pour reconnaître que je me suis trompé si tu veux devant la caméra, mais je détiens pas la vérité. Et moi ce que j'ai peur, c'est que en inventant ce nouveau mode de scrutin qui n'a pas existé en tout cas depuis longtemps en France, je me suis pas penché plus sur la question, mais récemment ça n'a pas un mode de scrutin qui a existé. On risque de se passer encore une fois d'un certain nombre de citoyens le jour du vote. Alors, on voit une abstention qui monte régulièrement. C'est le premier parti de France, l'abstention. Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment ou à un autre, se dire on va simplifier? On peut, par exemple, mettre des règles qui sont les mêmes pour le conseil municipal, le conseil régional, le conseil départemental. Il y a quand même un truc là sérieux. Tu es pour ou contre cette simplification, puisque c'est comme ça quand même que c'est présenté. Nous, on vient de dire que c'est gaguesque et complexe, mais en réalité, c'est très simple. On va couper le nombre des cantons par 2, c'est-à-dire on va les agrandir tous. Pour moi, je serais pour complètement couper tous les cantons et supprimer l'échelon départemental. D'accord, donc ça va plutôt dans le bon sens. Dans notre programme, la suppression de l'échelon départemental au niveau... Donc c'est notre programme national, parce que on se dit que ce qui est important, c'est non pas de réfléchir au niveau d'une ville, d'un quartier et d'une ville, voire même d'une communauté d'agglo, mais c'est plutôt réfléchir à la taille d'un bassin de vie. C'est ça. Et à la taille d'une région. Et donc ça, tu t'en félicites, ça. Par exemple, avec l'acte 3 de la décentralisation, c'est-à-dire la prochaine loi de décentralisation, avec la création des métropoles, là, par contre, ça va inverser les choses, parce qu'on va se créer une super communauté qui sera à part du conseil régional sur un grand nombre de compétences. Et là, on va encore, une fois de plus, avoir le sentiment de complexifier un petit peu les choses. Bien sûr, mais enfin, grosso modo, je répète, il s'agit de diviser le nombre des cantons par 2, tout en gardant le même nombre de représentants. On est bien d'accord, hein, et c'est bien ça. Ça ne supprimera pas le nombre ça ne supprimera pas de conseillers ex-généraux futurs départementaux. Oui, mais bon, nous aurons le même nombre. Sauf que ça sera un couple. Ça sera un couple, ça sera paritaire enfin, parce que là aussi, le conseil général... n'est pas très féminin à l'heure actuelle, et ça va faire rentrer du sang neuf, notamment dans ces conseils départementaux. Bon, il y a juste un petit truc sur la simplification. On va appeler ça le conseil départemental, parce qu'avant les gens votaient, par exemple pour le conseil municipal, ils savaient ce que c'était, voter pour le conseil régional, ils savaient ce que c'était. Voter pour le conseil général, ça fait grand, ça fait gros, mais qui est du coup un échelon géographique plus petit que le conseil régional. Donc, ils avaient un tout petit peu de mal à comprendre ce que ça pouvait être. Tout le monde n'est pas comme vous au fait de la vie politique, de l'organisation. Ne prenons pas les spécialités françaises. Spécialité, mais il ne faut pas prendre non plus les citoyens pour des imbéciles. Je veux dire, si la CAB n'est pas très connue, c'est vrai, quand on en parle, c'est parce qu'on ne veut pas en parler ou on n'en parle pas comme il faut aussi. Et c'est parce qu'on n'y voit pas une expression démocratique très forte. Avec la CAB, voilà. Et on n'a toujours pas de voilà. La CAB, elle est difficile à trouver. Elle est difficile à trouver, pas sur le lieu physique. Hein. Il suffit de se rendre dans leur bureau et on les trouve. Mais par exemple, je crois que sur Internet, il n'y a toujours pas un site Internet qui soit très vivant pour l'instant. Il n'y a pas d'organigramme, par exemple. Il n'y a pas d'organigramme de la CAB. C'est quand même bizarre. Moi, ce que j'ai réclamé en conseil municipal, par exemple, c'est qu'on nous fasse un point, parce qu'on aimerait savoir un petit peu où on en est, par exemple, en matière des transferts de compétences qui se sont faits tout au long de l'année 2013, et on ne savait plus trop où on en était, de faire un point sur le transfert en termes de personnel, puisqu'on a des personnels qui ont été transférés à la CAB, d'autres qui sont mis à disposition de la CAB, et d'autres qui sont mis en commun, alors pas mis à disposition, mais mis en commun, et inversement. Donc on ne sait plus trop où on en est, et j'avoue que même moi, conseiller municipal, et j'ai un peu la prétention d'essayer de suivre les dossiers, c'est un sujet sur lequel je suis
plus très sûr de savoir où on en est, et le citoyen ne sait plus très bien qui fait quoi. Et puis il y a une volonté aussi de noyer un peu le poisson. Quand certains disent que, par exemple, le lycée des métiers c'est fait par la ville de Bergerac et oublie de citer que le conseil régional, c'est quand même lui qui paye, qui est partie prenante là-dedans. Oui, c'est écrit. Et Monsieur Roux s'était déplacé il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, mais allez voir le site d'un certain candidat qui communique là-dessus et on cherche un peu la place désolé, mais du conseil régional. Oui, on va peut-être s'arrêter. Je voulais juste terminer sur un truc. Donc, ok, j'espère que tu auras si tu veux encore dire des slogans pour attirer les. J'espère ne pas en avoir trop dit aujourd'hui. Qui nous écoutent. Mieux vivre à Bergerac, ça aurait peut-être été mieux que. Mais non, je voudrais juste élargir un peu les choses, puisqu'on en a eu l'occasion pour t'inviter, comme à tous ceux à qui on a adressé le même courrier. On a ajouté donc 2 pages. On a fait ce qu'on a pu, extrait d'un livre récent qui s'appelle Réinventer la France. Le titre déjà est pas mal, et qui est d'un géographe donc dont l'espace territorial est un peu la spécialité, quoi. Et il s'est rendu célèbre récemment parce qu'il a fait de nouvelles cartes de géographie qui sont assez rigolotes, qui ont l'air en mouvement, des bulles qui enflent et qui désenflent comme ça. Mais donc c'est un type qui tape à boulet rouge sur ce dont on vient de parler, ça, c'est-à-dire la spécialité française de les 36 000 communes d'abord, et nous habitons, les chiffres je les ai plus en tête, mais Philippe a pris soin de me donner ça. Et c'est quand même des chiffres incroyables, c'est-à-dire que la plupart des communes abritent personne, ou presque. Voilà, les 3/4 des habitants en France vivent dans 13% des communes, et les 2/3 des communes n'hébergent que 10% des habitants. Or, en Dordogne, on est bien placé pour connaître ce phénomène. On parle de désertification médicale ou je ne sais quoi, mais bon, voilà. J'aimerais qu'on travaille un peu là-dessus, enfin qu'on discute un petit peu là-dessus. Donc la réforme territoriale va plutôt dans le bon sens avec les réserves que tu as apportées de complexité inutile. Mais en gros, il faudrait viser quoi? Donc la fin des départements, tu l'as dit, c'est-à-dire la région finalement serait, pour ta part, la principale référence du citoyen, ou comment ça se passerait? Alors, c'est effectivement ce que nous portons à Europe Écologie Les Verts, effectivement, d'aller vers des grandes régions et comme interlocuteur à l'intérieur de ces grandes régions, des organisations territoriales qui soient sur la base d'un bassin de vie. Si on prend la communauté d'agglomération de Bergerac, par exemple, à l'heure actuelle, ne figure pas une ville un village comme Pomport ou comme Sigoulès, qui est pourtant très près, et dont une grande partie des personnes qui résident là-bas travaillent à Bergerac, ou vice-versa. D'ailleurs, je connais des Bergeracois qui travaillent sur Sigoulès. Tu en as déjà dit un mot, mais le pays te paraît une mesure plus juste que la communauté d'agglomération? Alors, le pays me paraît plus juste que cela, avec quand même quelques limites sur le périmètre, par exemple, du pays du Grand Bergerac, parce qu'on était quand même sur un bassin de vie qui était très très important. Et c'est vrai que quand on va, je crois, jusque vers Montpazier, où on est quand même à Montpazier, Cadouin. Voilà. Mais une entité, par exemple, autour de Bergerac, qui aille un peu plus au sud, aurait sa raison d'être, parce que, effectivement, Bergerac, ça reste la ville un peu attractive de cette partie un peu de Bergerac. Mais si vous allez du côté, vers un peu après Gardonne, par exemple le pays vélinois, clairement il est tourné plutôt vers Sainte-Foy-la-Grande et le pays foyen que vers le pays Bergerac. La campagne sera l'occasion de présenter une carte ou comme ça, une proposition un peu visible là-dessus, ou vous allez aller jusque là, ou bien c'est encore trop tôt, je sais pas. Non, nous on essaie de se centrer sur le projet local, parce l'élection municipale, c'est celle du quotidien des Bergeracois.
Là, nous sommes à côté d'une école, c'est l'école, c'est la petite enfance. C'est des choses qui sont très dans le quotidien des Bergeracois et on veut s'attacher à proposer des solutions concrètes dans le quotidien des Bergeracois. Et l'échelle de décision pour une réforme territoriale d'envergure, c'est pas au sein de la ville de cette élection municipale à Bergerac que ça va se décider. C'est un autre échelon et évidemment l'échelon national. C'est pour ça qu'une liste, une élection spécifique aux communautés d'agglo permettrait d'abord d'avoir un débat spécifique sur cette question et peut-être même faire des listes avec des citoyens venant de communes différentes. Tu vois ce que je veux dire? Ça aurait pu avoir un intérêt. Voilà, nous, on aimerait que, effectivement, on aille vers quelque chose comme ça, un vrai scrutin de liste à la proportionnelle, et effectivement avec des personnes qui viennent d'horizons de communes différentes et qui travaillent sur un projet de territoire. Et c'est-à-dire quel territoire on veut pour demain. Et c'est pas en faisant quelques réunions publiques. Vous pouvez aller aux réunions publiques, par exemple, en ce moment sur le SCOT. Il n'y a que quelques spécialistes qui vont dans ce type de réunion. Et quand vous, citoyens, vous voulez aller là-bas et essayer de participer au débat, et bien, très rapidement, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et quelque part... un peu écrasé, quoi. On est un peu écrasé, et puis vraiment, on n'y comprend rien. C'est une erreur politique fondamentale, parce que là, il n'y a pas mieux pour renforcer l'abstention quand on assiste à ce genre de choses. L'abstention, c'est le principal, je dirais, ennemi de la démocratie à l'heure actuelle. On l'a vu. Ennemi, non, peut-être pas ennemi, non. Tant qu'on ne reconnaît pas le vote blanc, à mon avis, ça l'est. On le voit à Brignoles où le candidat FN n'a pas progressé en voix par rapport aux élections précédentes. Par contre, il explose son score quand on calcule en pourcentage, tout simplement parce que les gens ne sont pas allés voter. Non. Et pas du tout d'accord. Mais on a le droit de ne pas être d'accord. Soyons citoyens, camarades. L'abstention est une expression comme une autre. Mais bon, on ne va pas entamer ce débat. C'est une expression comme une autre. Simplement, quand certains partis arrivent à se mobiliser, eh bien forcément, ils ont un poids électoral qui est beaucoup plus fort. Et si on était comme en Belgique, par exemple, où il y a une obligation... Il faut se méfier, ça. Mais ça s'appelle pas du chantage, ça s'appelle de la prise de responsabilité. Moi, en 2002, j'ai fait le choix d'aller voter Jacques Chirac. Je pensais vraiment pas qu'un jour ça m'arriverait de voter Jacques Chirac. Mais j'ai voté Jacques Chirac au deuxième tour parce que je voulais pas voter Jean-Marie Le Pen. Voilà, j'ai fait ce choix-là et j'aurais préféré rester à la maison plutôt que faire ça. Ça pourrait être une Est-ce cause que ça a été exclusion de quelque parti, chose de difficile pour moi? Non, le parti a clairement appelé à voter pour Jacques Chirac. C'est-à-dire contre Jean-Marie Le Pen à l'époque. Et là-dessus, on continuera d'être très clair. Ouais, voilà, on pourrait poser la question que pourrait poser un journaliste de Sud-Ouest au deuxième tour des municipales, enfin un journaliste local, en disant si l'extrême droite est au deuxième tour, est-ce que vous appellerez à voter pour la droite? Non, mais merci beaucoup. C'était une blague. On en reparlera après. Attention, tu es en train de manipuler ton micro et on va entendre choup. D'accord. Merci en tout cas pour cette petite discussion. C'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'on discute urbanisation aussi, peut-être aussi de l'abstention d'ailleurs. Bref, il y a encore beaucoup de problèmes, enfin de sujets à débattre. Merci en tout cas parce que tu es le premier, le seul et vraiment, on est à tes pieds. Non, le président. Écoute, j'espère que tous les autres vont suivre cet exemple. Et me voyant sur les ondes de Canal Pourpre, vont se précipiter sur leur téléphone et vite arriver. Je précise que tu n'étais pas le seul. Le président parle parce que sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Non, voilà, on a quand même eu d'autres réponses, mais pas définitives. Très bien, merci beaucoup. Merci à Fabrice. Merci à la caméra. Tous. Merci.